Nous, les pauvres de France, on est divisés. Il y a les beaufs contre les bobos, les racistes contre les islamistes, les woke contre les réacs, les mondialistes contre les fachos, et les antivax débiles face aux moutons pro-vax. La conflictualité est permanente, sauf qu'en France, on va vivre très prochainement une séquence politique où l'union du peuple va être nécessaire. Donc pour être à la hauteur des événements et dégager Macron, ça va être l'objectif, il faut réussir à penser la réconciliation. Et je crois qu'il y a moyen d'y arriver. Et pour ça, il faut comprendre d'où viennent nos divisions et d'où viennent la force de ces divisions-là. Et vous allez voir qu'une fois qu'on a compris ça, tout le reste, ça va aller très très vite. Aujourd'hui, Amis Réfractaires, on va œuvrer ensemble pour alimenter et rendre possible la future révolte française. Ça va être long, ça va être un petit peu technique, mais ça va être nécessaire d'aborder tous les points bien précisément, puisque on ne se défait pas de décennies de propagande comme ça. Vous êtes prêts ? C'est parti. Question, d'où viennent nos divisions? Réponse, de ceux-là qui sont capables de l'imposer à une population entière, c'est-à-dire ceux qui, concrètement, possèdent le pouvoir en France. On pense alors à Niel, Arnault, Bolloré, Drahi, ces milliardaires qui accumulent toujours plus de capitaux et d'entreprises, en concurrence permanente les uns contre les autres et qui n'hésitent pas, le moment venu, à se bouffer entre eux. Mais cette oligarchie n'est que la face visible d'une classe capitaliste bien plus vaste, qui regroupe les banques, les fonds de pension, les sociétés de trading, les cabinets de conseil, les empires industriels qui, s'ils ne sont pas la propriété d'un individu, sont conditionnés par les mêmes logiques de profit. Ces requins sont en concurrence les uns contre les autres, mais ils partagent le même intérêt de classe. Celui de construire une société où les requins comme eux peuvent librement chasser, grossir et jouir de leurs privilèges. Une société où l'accumulation illimitée du capital est possible, où la propriété privée n'est jamais questionnée, où les monopoles privés peuvent perdurer. Et évidemment, chacun de ces capitalistes ont des intérêts qui leur sont propres. Par exemple, Sanofi a intérêt à pousser à la libéralisation de l'hôpital public. Total a intérêt à briser le monopole d'EDF et de GDF. Les grandes compagnies d'assurance privées ont bien sûr intérêt à dégommer un maximum la sécurité sociale. Et BlackRock a intérêt à privatiser nos retraites. Et à chaque fois, ce sont des marchés potentiels qui sont rendus inaccessibles aux financiers par la société elle-même, mais qui représentent évidemment des marchés à conquérir et des profits à privatiser. Mais pour ça, il faut transformer la société, donc faire voter des lois et donc agir politiquement. C'est là que leur pote Macron entre dans la danse, financé, propulsé et médiatisé par cette classe capitaliste. Son rôle est simple. Produire une synthèse politique qui va défendre l'ensemble des intérêts de la classe capitaliste qui le soutient. Ainsi, Sanofi arrive à faire élire Macron, son petit poulain, et en échange, ils obtiennent des centaines de millions de subventions sans aucun regard critique sur leur fonctionnement ou leurs résultats. Mais en soutenant Macron, ils soutiennent aussi l'ensemble des intérêts capitalistes que Macron soutient. Et ils sont nombreux. Ce qui fait que concrètement, Macron permet à nos requins d'agir politiquement en tant que classe. Sauf qu'évidemment, il est impossible d'unir dans un même programme tous les intérêts capitalistes qui sont parfois divergents et irréconciliables. L'exemple le plus connu, c'est la finance genre BlackRock, qui adore dépecer les usines pour y extirper tout le capital en quelques années, avant de fermer boutique et de passer à une autre victime. Ça leur permet de gagner beaucoup d'argent, mais ça détruit les intérêts des capitalistes industriels comme Bolloré, qui se basent en partie sur la rentabilité à long terme de ces usines. Il y a d'un côté le nouveau capitalisme numérique, celui des assurances, celui de la grande finance, celui des fonds de pension tentaculaires. Et de l'autre, le vieux capitalisme industriel et colonial. Les deux qui sont séparés par des intérêts qui sont contradictoires. Alors évidemment, c'est pas la guerre entre eux parce que concrètement, ils fricotent dans les mêmes réseaux parisiens, d'accord, faut pas non plus exagérer. Mais ça reste quand même des intérêts qui sont divergents, irréconciliables. Et vu que ces gens-là sont quand même des requins, ils vont, quoi qu'il arrive, essayer de remporter ce marché, de faire remporter leur intérêt par rapport à l'autre, c'est-à-dire de bouffer l'autre. En France, la désindustrialisation de masse et la financiarisation du peu d'industrie encore en place a largement fait pencher le rapport de force de leur côté. D'où le fait qu'on se retrouve avec Macron président, ce start-upper banquier qui libéralise tout ce qu'il peut pour ses amis financiers. Et à côté, Bolloré, lui, a créé sa propre créature politique, Zemmour, pour défendre ses intérêts particuliers. Cette bataille économique,
lorsqu'elle se traduit politiquement, évidemment, n'est pas sincère. Parce que si Macron avait dit pendant sa campagne présidentielle « Je suis là que pour servir les intérêts des milliardaires qui financent ma campagne », il n'aura pas été élu, quoi. Enfin, j'espère. Il faut donc à ces capitalistes à la fois un discours qui permet de servir leurs intérêts, c'est-à-dire ceux de leur profit immédiat, ceux de leur entreprise, mais qui défend aussi l'intérêt de classe, c'est-à-dire qui arrive à défendre les fondamentaux de la société capitaliste, tout en se faisant passer pour autre chose, histoire de convaincre les masses et de gagner des victoires politiques. Pour ce faire, les milliardaires vont directement acheter et contrôler des médias de masse et y diffuser leur culture issue de leurs entreprises. Bolloré, via CNews, va diffuser une culture réactionnaire et catholique issue de son vieux capitalisme industriel. Quant à Arnaud, via le JDD, va diffuser une culture libérale et progressiste issue des entreprises de mode et de l'esprit start-up. À travers leurs médias, ils vont diffuser ce qu'on appelle un clivage, c'est-à-dire séparer la société en deux camps en nous invitant à prendre position pour l'un d'entre eux. L'opposition économique entre deux capitalismes avec des intérêts divergents se traduit donc politiquement par un clivage avec d'un côté les progressistes, de l'autre les conservateurs. Sous couvert d'un discours raciste diffusé sur CNews, etc., Bolloré arrive à gagner du poids politiquement et à travers son poulain qu'est Zemmour, il arrive à défendre ses intérêts économiques sur la place politique. Et c'est exactement la même chose avec Arnaud, sauf que son discours est faussement opposé à celui de Zemmour, puisqu'il se prétend comme progressiste, etc. Et c'est à travers Macron qu'il arrive à gagner du poids politiquement. Cette séparation, elle est animée par ce qu'on appelle la bourgeoisie, une classe intermédiaire entre les riches et le peuple, composée d'intellectuels, de faux journalistes et d'artistes. Par exemple, Zemmour va incarner le clivage réactionnaire grâce à CNews, la chaîne de Bolloré, qui va sortir des dingueries sur lesquelles les journaux progressistes de Libé vont réagir, mettant alors en scène un clivage certes médiocre, mais qui sépare bien les intérêts particuliers capitalistes, sans jamais remettre en question le capitalisme lui-même. Zemmour et Libé jouent ici le même rôle, celui de la bourgeoisie. Et évidemment, dans ce petit jeu-là, les médias, ils ont une place centrale. C'est pour ça que les milliardaires vont eux-mêmes acheter les médias pour les contrôler mieux. Il faut s'assurer que toute cette bourgeoisie produise donc bien un discours qui sert les intérêts de leur patron, c'est-à-dire les riches. Ils vont alors sélectionner avec soin les profils issus d'écoles de journalisme corrompues, montrer avec eux une proximité de classe que la bourgeoisie va tenter d'imiter, et constituer un réseau parisien mondain où la confusion entre journalistes et capitalistes s'entretient, où la culture progressiste ou réactionnaire se développe. Une classe loin de la misère qui a le luxe de se définir par des questions culturelles ou identitaires et ne va donc jamais penser ou élaborer une pensée de conflictualité contre la classe dominante. La classe capitaliste va alors choisir par l'argent et l'influence les chefs de rédaction, tout en précarisant les petites mains, pour que tout se fasse de façon précipitée, sans recul critique. Des entreprises médiatiques en faillite permanente qui ne survivent qu'avec l'argent de ces milliardaires, leur donnant, quoi qu'il arrive, le dernier mot. Par cette construction sociale méticuleuse, la bourgeoisie fait du progressisme ou du conservatisme sa propre culture, qu'elle s'approprie, qu'elle diffuse, qu'elle défend naturellement. Les milliardaires arbitrant en dernière instance pour aligner la culture bourgeoise à ses intérêts économiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce clivage culturel entre progressistes et conservateurs permet en réalité à des intérêts économiques de mener une bataille politique. Mais tout ceci, et il faut le comprendre, a aussi une valeur marchande. Par exemple, l'écologie, elle permet à des entreprises, genre Bio pour moi, d'aller voler une partie du marché du sucre aux géants comme Nestlé, ce qui serait impossible sans l'étiquette écolo. L'écologie, c'est une opportunité commerciale qui développe des marchés, qui permet d'en conquérir d'autres, qui produit un marketing, des publicités, des émissions de télé, des articles de journaux et même des rayons spéciaux. Une publicité permanente qui diffuse des valeurs bio ou équitables, légitimant cette niche écolo et ses grosses marges. Des intellos vont en profiter pour écrire des livres sur l'écologie, la permaculture ou la cuisine végane que le développement des rayons bio au supermarché rend possible, et produire ainsi une culture écolo marchandisée. Des entreprises prennent donc position sur ces valeurs-là, sur ce clivage culturel-là, pour prendre des parts de marché. Et là, c'est notamment pour piquer le pognon aux nouveaux cadres qui gagnent 35 000 € par an et qui ne savent pas quoi faire avec ce fric-là.
En réponse à cette attaque de la bourgeoisie progressiste, on voit d'autres entreprises mettre en avant l'artisanat local en l'opposant à l'industrie du bio, par exemple. La création d'un marché écolo produit la création d'un marché réactionnaire avec un marketing nouveau, produisant une contre-culture. Les deux s'auto-alimentant en permanence, utilisant les contradictions de l'autre pour monter en puissance. Cette division entre progressistes et conservateurs, elle est donc avant tout marchande. C'est parce qu'elle a une valeur marchande qu'on diffuse le marketing, que des marchandises sont produites et que la culture bourgeoise l'investit, au point de transformer la société entièrement. Et c'est pareil avec l'antiracisme ou les droits LGBT qui sont réappropriés et utilisés à balle par l'industrie du spectacle notamment pour créer de nouveaux marchés et choper plus de pognon quoi. Et une fois exposées par la bourgeoisie à travers les médias bourgeois, évidemment ces valeurs sont un peu traficotées pour servir leur intérêt. Par exemple, tu ne trouveras jamais de pub qui va remettre en question évidemment le système économique et le système de consommation. Il faut acheter français, il faut acheter bio, il faut acheter écolo, il faut être antiraciste, il faut refuser la cancel culture, etc., etc. Mais concrètement, jamais on nous propose de brûler la bourse quoi. Alors que ce serait pas mal. À travers les médias et l'économie, ce sont des milliers de personnes qui travaillent en permanence à l'élaboration de ce clivage, dans le perfectionnement de ces arguments, dans la puissance des polémiques stériles, monopolisant ainsi l'espace public et nous incitant en permanence à prendre position, à adopter une culture spécifique, à choisir notre bourgeoisie et à défendre des valeurs constamment mises en scène. Alors que bien évidemment, c'est pas nos préoccupations, d'où le fait qu'ils doivent se répéter encore et encore, jusqu'à enfoncer leur fichu clivage au fond de nos crânes. Nous, le peuple, on a fini par se diviser comme la bourgeoisie se divise elle-même. Alors la société, elle n'est pas composée que de pauvres et de riches aux intérêts économiques contradictoires, non. La société, elle est composée de beaufs, de bobos, de racistes, d'islamistes, de woke, de réacs, de décadents, de fachos, d'antivax, qu'ils soient pauvres ou riches. Autant de positions qui nous incitent à choisir un camp parmi les différentes bourgeoisies en action. À tous devenir des chroniqueurs de TPMP, à se caricaturer soi et les autres, sans jamais se demander pourquoi c'est Hanouna qui nous donne nos rôles, sans jamais questionner pourquoi Bolloré nous diffuse à perte. Les réactionnaires dénoncent les pro-LGBT aux côtés de valeurs actuelles, les progressistes dénoncent les fachos aux côtés de Libération, les patriotes dénoncent les immigrés aux côtés de CNews, les écolos dénoncent les prolos pollueurs aux côtés de France Inter, et les beaufs la déconnexion bohème et méprisante des écolos. Mais bien sûr, à chaque fois, c'est pas toi ni moi qui prenons la parole. À chaque fois, c'est Valeurs Actuelles, Libération, CNews et France Inter. On a beau prendre part personnellement au clivage qui sépare la bourgeoisie, c'est toujours la bourgeoisie qui parle pour nous puisque c'est elle qui possède la parole publique. Et tout ce qu'on a fait au final quand on fait les comptes, c'est s'engueuler au repas de famille. Alors tu me diras, oui, mais on a Internet, on peut prendre la parole quand on veut, maintenant on n'a plus besoin de la télé. Oui, mais quand on la prend cette parole, c'est pour réagir à leurs conneries. Et du coup, on se place sur le même clivage. En fait, on est tellement plus habitué à réagir sur le voile musulman que sur les taux directeurs que nos contenus sont similaires à la bataille Libé contre CNews. On se place contre une bourgeoisie, donc on reste dans le clivage bourgeois. On se démarque seulement d'eux en se croyant radical par notre capacité à être toxique. Et puisque tout le monde s'en fout des taux directeurs, alors l'algo fait son choix et façonne nos discours. C'est donc l'histoire d'une classe capitaliste dominante qui veut influencer le pouvoir politique pour défendre à la fois ses intérêts de classe et ses intérêts particuliers. Pour ce faire, ils achètent les médias et ils gagnent de l'influence sous couvert d'un clivage progressiste contre réactionnaire, permettant de générer un discours politique qui défend leurs intérêts économiques particuliers, sans remise en question du système. Ce clivage, il est incarné par une bourgeoisie qui propage partout ce clivage. La société entière est influencée, l'économie elle-même se transforme et donne une réalité marchande à ce clivage, mettant au boulot des milliers de gens qui propagent alors des valeurs de cette bourgeoisie. Ce clivage y monopolise l'espace médiatique et marchand jusqu'à devenir notre réalité, à nous qui, naturellement, prenons position dessus, nous mettant aux côtés d'une partie de la bourgeoisie contre l'autre. Et tout ça fonctionnant comme une boucle, le politique, le marchand, le culturel et le médiatique se nourrissant les uns les autres en permanence. On nous pousse constamment à nous positionner, donc on se positionne et ça transforme toute notre vie. Sauf que pour la suite, il va falloir arrêter les analyses économiques et aller un peu plus dans le concret. Il va falloir que je parle un peu de moi.
Je fais partie de ceux qui, comme des millions en France, ont été déculturés, déracinés par la société moderne. Alors je passe des heures sur internet pour m'approprier tout ce que je comprends et surtout tout ce à quoi ma sociologie me destine. Il y a à peu près 5 ans, après des années de marketing, des années d'angoisse climatique et de sentiments d'impuissance constamment cultivés par nos médias, et ben moi aussi je me positionne dans le grand jeu de la bourgeoisie et je deviens écolo. Faut dire qu'à ce moment-là, je suis fauché et que quitte à être pauvre, autant devenir un bobo qui défend la sobriété. Alors j'adopte les codes de ce qui est devenu ma bourgeoisie et me voilà devenu vegan, consommateur de bio, répétant les argumentaires de France Inter au repas de famille. Je veux m'élever socialement et le plus simple pour ça, c'est de mépriser ce que je suis. Je me mets alors à condamner le foot, les fringues et les jeux vidéo que je ne peux de toute façon pas me payer, tout ça devenant le symbole de la société de consommation ou la société du spectacle ou que sais-je, bref, des choses interdites. Je m'enferme dans une culture qu'on me sert sur un plateau médiatique. Je mate Pierre Rabhi, je m'angoisse auprès de Pablo Servigne et je me déclasse en reprenant les envolées lyriques d'Alain Damasio que je fais semblant de comprendre. Moi qui gagne un RSA mensuel, je m'identifie à des intellectuels aseptisés qui ont été, à la base, créés et appropriés par les hipsters et autres cadres surpayés. Puisqu'évidemment, dans ce monde médiatique de ma bourgeoisie, les gamins miséreux à 500 € par mois, ça ne parle pas, ça se la ferme. Alors, j'écoute les riches en me disant qu'on partage suffisamment de valeurs pour être solidaires, pour mener ensemble le combat écolo que d'autres dessinent pour moi. Alors on me traite de bobo, et j'accepte, parce que ceux qui disent ça sont soit des beaufs, soit des fachos, soit des inconscients, soit des décadents. Mon monde ne se sépare plus entre les pauvres et les riches, mais entre ceux qui sont écolos et ceux qui ne le sont pas, ceux qui mangent des cadavres et ceux qui sont végétariens, ceux qui préfèrent les liens humains plutôt que la société décadente de la consommation. Alors je parais insupportable, et oui, mais ma culture écolo produit tout de même en moi une politisation. Je ne suis pas là pour protéger les intérêts des milliardaires, je crois sans arrière-pensée, premier degré, aux valeurs que ma bourgeoisie écolo diffuse partout. L'enjeu est bien de sauver la planète, alors j'agis comme tel. Je me mets à bouger auprès d'autres angoissés qui me ressemblent, qui ont la même culture que moi. On développe des argumentaires, on se radicalise jusqu'à justifier la désobéissance civile. Et puisque la planète n'est toujours pas sauvée, eh ben on continue, insatisfait, à accepter notre rôle de sauveur de l'humanité. Alors c'est prétentieux, c'est très certainement déconnecté de la réalité, mais ça reste une bulle qui permet de me renforcer jour après jour. Ce renforcement aiguise mon esprit critique, ça donne de l'enjeu à la politique et ça me permet de construire une analyse. Jusqu'au moment où cet esprit critique permet de constater le gouffre immense qui sépare ma culture écolo-bourgeoise créée par les bourgeois dans les conditions de la bourgeoisie que j'ai fait mienne et ma condition de pauvre. Quand les millionnaires angoissés achètent une ferme pour leur potager en biodynamie, moi, j'ai les thunes que pour louer un appartement minable en banlieue gagampaise. Quand eux se payent des cours de permaculture avec leur gourou préféré, je suis obligé de récolter des poireaux à 6 h du matin chez un légumier pour 600 € par mois. Eux, quand ils bouffent du sétan tous les midis, moi, je tourne aux pâtes avec une sauce soja aux poireaux à moitié pourrie volée chez le patron. Et si ma politisation, elle a commencé, c'est vrai, avec l'angoisse climatique, petit à petit, j'ai lu des bouquins et j'ai compris des choses assez évidentes. Par exemple, si on veut réduire l'impact environnemental de notre système, on en vient rapidement à la conclusion d'interdire les publicités pour pas créer des besoins inutiles. Et ça, c'est pas trop l'avis de France Inter, bizarrement. On en vient à contester un système économique qui est dirigé selon les profits de quelques-uns et pas sur le besoin réel des gens. Et on constate finalement que la société ne permet qu'aux riches de se penser écolo et sobre, pendant que moi et les copains, on est obligés d'utiliser la vieille voiture diesel pour aller au boulot. Tout ça, je l'apprends parce que j'ai une vie de pauvre qui me pousse à comprendre d'où vient ma misère, quand ma bourgeoisie, elle, déconnectée de cette réalité, pense l'écologie comme un concept, comme un lifestyle, pour une classe conditionnée à servir les intérêts de leurs patrons milliardaires. Ceux qui furent mes intellectuels, mes représentants, mes porte-paroles, deviennent alors juste des cons. Et ce que je constate, moi, des milliers d'autres le découvrent aussi. Ce qui fait que peu à peu, on crée une contre-culture qui fait que notre écologie dépasse le jardinage pour véritablement s'attaquer aux puissants.
Cette culture n'apparaît pas magiquement, elle tâtonne année après année. Exemple, partager c'est sympa, constate l'échec des COP et devient un militant de la désobéissance civile et le médiatise. Le billet vert dépasse l'angoisse climatique dans laquelle on veut le contenir et se met à interviewer des penseurs radicaux. Aymeric Caron passe d'un plaidoyer pour ne pas tuer les moustiques à un soutien à Jean-Luc Mélenchon, ce qui est une opération clairement intéressée, évidemment parce qu'il est devenu député. Mais ça rajoute un pont de plus entre la critique de l'écologie bourgeoise et la pensée socialiste globale. L'écologie n'est alors plus conditionnée au marketing à France Inter, elle déborde. Alors évidemment, c'est toujours imparfait, c'est sûr, mais petit à petit, mine de rien, ça nous donne les armes pour résister. Sans oublier les militants écolos qui sombrent dans une profonde dépression, à force de ressasser les mêmes conneries sur la fin du monde et à se sentir impuissants à réagir. Cela s'effondre et la sélection naturelle laisse alors la parole contestataire à ceux qui, à partir de cette même réalité écologique, produisent un discours de force qui mobilise de ceux qui tiennent la longueur. Les pauvres qui doivent donc réagir et à l'angoisse climatique et à la misère s'exprime enfin, mélangeant les cultures politiques sans l'accord de France Inter. Internet reste une bulle, oui, mais permet de toucher des dizaines de milliers de personnes, suffisamment pour animer une vie intellectuelle. On développe alors peu à peu la seule pensée écolo viable, celle qui plaide pour un grand mouvement populaire qui s'attaque aux puissants et à leur profit. Le capital voulait nous angoisser pour nous vendre ses pavés de soja et ses marges à 30%, et voilà que maintenant on développe une pensée critique, on retourne contre le capital. Ma rupture avec ma bourgeoisie est entamée, mais je ne fais pas que la critiquer, je prends aussi plaisir à la blasphémer. Alors me voilà à regarder le retour de Benzema en équipe de France, à m'ambiancer avec Jul, à m'approprier notre beau chauvisme national, à me solidariser avec d'autres marginaux qui m'apprennent à acheter des belles fripes, à repasser mes fringues, à me muscler histoire d'avoir le physique de mes idées, et tant mieux si ça emmerde mes anciens camarades. Alors je reste vegan, je continue à prendre des douches froides et mon discours politique évidemment reste profondément écolo. Mais je brise mon cocon d'angoisse et de contradiction pour m'ouvrir à une société que j'apprends à aimer. Déjà pour la beauté qu'elle offre une fois qu'on se libère des interdits, mais aussi parce que, à travers mon parcours, j'apprends à discerner l'action de la réaction et je vois partout autour de moi des victoires. Mes victoires. La victoire des pauvres dans le rap, la victoire des pauvres dans les gilets jaunes, dans les médias contestataires, dans la gauche fripe. La société est un constant rapport de force et nous sommes loin, très loin de perdre la bataille. Il y a un enjeu, une culture, des camarades partout. Ce qu'on voit à travers les outils de propagande de la bourgeoisie n'est rien d'autre que le monde voulu de la bourgeoisie. Et une fois que tu as compris ça, t'es tranquille. En fait, la bourgeoisie ne fait que s'approprier ce que nous mettons en avant dans notre culture de pauvres. L'écologie, par exemple, avant d'être une étiquette verte de Super U, était un mouvement radical et contestataire. Pareil, la marginalité LGBT a produit à l'origine une conflictualité de classe très forte, comme en Angleterre avant Thatcher ou avec ACT UP en France. Et le féminisme de la bourgeoisie n'est pas celui qui, au Chili, par exemple, a porté un mouvement révolutionnaire, populaire et presque constituant, mais les bourgeois préfèrent, eux, évidemment, s'intéresser à ceux qui défendent leurs intérêts. Et en fait, quand on y pense bien, la bourgeoisie progressiste est assez ridicule. Elle essaye juste de détourner la puissance populaire de cette culture-là pour se l'approprier et pour trouver un nouveau moyen de mettre en scène son combat politique qui consiste à servir ses intérêts à elle, juste pour essayer de se démarquer de ses concurrents, de ses pairs. Et évidemment, à chaque fois qu'il s'approprie nos combats, il lui soustrait toute radicalité. Avant, j'analysais le monde en me disant que les riches dirigeaient tout, qu'ils avaient toujours un coup d'avance sur nous et que du coup on pouvait pas les détrôner quoi. Sauf que non, cette société-là, les riches, ils ne la contrôlent pas. Il y a leur action d'un côté, notre réaction de l'autre, et la société, c'est la synthèse des deux. Problème, j'ai beau avoir acté ma rupture avec ma bourgeoisie, je reste quand même, aux yeux des autres, un bobo, puisque médiatiquement, pour ceux qui ne voient le mouvement écolo que de loin, en fait, rien n'a changé, puisque ce sont les mêmes débiles d'écolos bourgeois contradictoires qui parlent à la télé. Après, je pourrais leur dire aux prolos que je suis plus un bobo et tout ça, sauf que ma chemise repassée Ralph Lauren dit le contraire. Mais surtout, on se croise jamais en réalité. Moi, je vais à la Biocop quand eux, ils vont à Leclerc. Je mate mes youtubeurs quand ils regardent les leurs. Je vais au concert de la Gauche Fripe quand ils vont au stade. Ce qui fait qu'on se clive d'abord en tant que consommateur différent, en tant qu'influencé différent. Alors malgré mon émancipation, je reste divisé des autres pauvres par ces clivages qui restent imposés par la bourgeoisie malgré moi.
Et cette nouvelle écologie, même si elle est radicale ou quoi que ce soit, qu'elle a des grands discours, en réalité, elle forme de fait une classe différente avec les autres pauvres. Et donc eux, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les références pour comprendre que je me suis transformé et qu'il y a une rupture qui s'est opérée face à ma bourgeoisie. Et là où c'est intéressant, c'est que l'inverse aussi est vrai. Bah oui, parce que tu as plein d'autres pauvres qui se sont formés ailleurs que dans l'écologie bourgeoise. Mais il y a en réalité, chez eux, les mêmes contradictions qui peuvent les pousser à la même rupture avec leur bourgeoisie. Regardez les réactionnaires qu'on traite de beaufs, portés par Zemmour et CNews. Ils sont éduqués à la critique de l'immigration. Sauf qu'ils remarquent rapidement que c'est pas le lobby algérien qui fait augmenter le prix de l'essence, qui privatise les hôpitaux et qui verse des milliards de dividendes. Mais Zemmour, ça, il s'en fout. Donc, leur bourgeoisie à eux, les beaufs pauvres, sont incapables de défendre leurs intérêts et ils intellectualisent la critique eux aussi de leur bourgeoisie. Et pareil, les LGBT pauvres qui ont mené avec la bourgeoisie un combat pour leur représentation, ils constatent les limites eux aussi de cette stratégie. Un Netflix aussi woke soit-il ne résout jamais la misère culturelle, économique et sociale. Pareil pour les antiracistes pauvres, qui viennent rapidement à critiquer la bourgeoisie antiraciste qui ne considère jamais les structures, jamais l'impérialisme, qui se contente de morale sans jamais penser les injustices économiques. Les antivax voient rapidement l'impasse de l'isolement social et culturel que leur ont imposé leurs conflits avec les médias dominants. Que leur analyse n'explique pas, ne mobilise pas et que la pauvreté frappe avec la même violence les vaccinés que les non-vaccinés. Et vu l'immense inégalité qui n'arrête pas de s'accroître dans ce pays, ces contradictions n'ont jamais été aussi fortes. Chacun à notre façon, on se politise avec notre chemin, on crée un contre-discours, on crée une critique contre notre propre bourgeoisie sans jamais remarquer que les autres pauvres font exactement le même chemin. Parce que c'est toujours Zemmour qui passe à la télé et pas le petit beauf du coin de la rue. Parce que c'est toujours Netflix qui prend la parole et pas les pauvres trans en France. Et c'est toujours les antiracistes de la gauche bourgeoise qui passent à la télé et jamais les gens des quartiers populaires politisés à travers Internet. Malgré tout, cette politisation nous permet de penser la conflictualité avec nos dirigeants. On espère tous l'union contre ces dirigeants-là, mais vu que cette union ne vient pas, on se retourne contre ces autres pauvres qu'on ne comprend pas. On reproche aux antiracistes d'empêcher par leur sémantique d'unir le prolétariat qui se divise alors entre Mélenchon et Le Pen. On reproche aux woke de ne pas penser le social et se perdre sur des sujets identitaires, et on fait à peu près les mêmes reproches aux beaufs quand on y pense. Nous, on ne se dispute pas sur nos valeurs, mais sur la façon dont on doit dégager Macron. Certains veulent abandonner les luttes minoritaires qui empêcheraient l'union des pauvres, d'autres veulent justement l'union de la gauche et de tous ces trucs-là, d'autres veulent s'aligner sur le vote réactionnaire, etc., etc. On se clive uniquement sur la stratégie comme si on avait tous accepté l'évidence, celle de devoir dégager le gouvernement en place. D'ailleurs, si on remarque bien, les reproches qu'on fait aux autres pauvres, c'est pas forcément sur les valeurs, mais c'est aussi sur la collaboration présumée avec sa bourgeoisie. On reproche aux écolos d'être des bobos, on reproche aux beaufs d'être des zémouriens, on reproche aux gauchistes de soutenir Mélenchon et on reproche aux LGBT de danser avec Macron. Ça veut dire qu'on s'est suffisamment politisé pour l'étape suivante. On n'imite plus entre nous les débats qu'on voit sur BFM et sur CNews, on se prépare à dégager Macron. Mais on est incapable de se mettre d'accord pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne se comprend pas. Parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne se parle même pas. Comme si nous étions tous soit Zemmour, soit Nicolas Hulot, soit un woke états-unien dégénéré, comme si la France entière était un plateau de TPMP de 70 millions de chroniqueurs caricaturaux. On croit encore que le spectacle de la bourgeoisie dans ces médias correspond à la réalité du pays, que les choses n'ont pas évolué et que notre transformation est seulement individuelle et pas du tout structurelle. Comme dirait l'autre, on se croit encore tous être un beau flocon de neige unique. Sauf que c'est pas le cas. On a vaincu la dépolitisation, on s'est débarrassé de notre propre bourgeoisie, mais nous restons séparés par les mêmes clivages parce que nous n'avons pas entre nous une culture commune qui permet de discuter. Le premier problème auquel on doit faire face, c'est qu'on ne se fait plus confiance. Il nous manque un petit rien pour y arriver. Et il est possible que ce petit rien arrive très rapidement. Le spectacle bourgeois marche tant qu'on se prend au jeu de leur clivage, tant que rien de plus fort ne s'impose. Et en temps de paix sociale, c'est ce qui se passe. Mais à ton avis, il va se passer quoi lorsque la crise économique va tellement s'aggraver qu'on va plus pouvoir payer nos loyers ? Lorsque l'inflation sera tellement forte qu'on ne pourra plus manger ?
Lorsque l'énergie sera tellement chère qu'on va plus pouvoir se chauffer. Tu crois que les médias ils vont réussir à nous contenir en parlant une nouvelle fois du voile musulman? Tu crois qu'on va continuer de regarder Psychodélique, l'air de rien, comme s'il n'y avait rien de plus important? Tu crois qu'on va gentiment se laisser crever et continuer de s'engueuler entre pauvres en laissant Macron tranquille? La crise est là et il n'y a aucun oligarque qui pourra empêcher que cette crise s'aggrave. La violence sociale va être telle que leur petit clivage de bourgeois entre conservateurs et progressistes va juste voler en éclats. Qu'importe ce qu'on pense, qu'importe nos stratégies, notre culture politique, qu'importe ce que va dire BFM, la faim et le froid seront plus forts que tout et nous pousseront à agir non pas en tant que woke, qu'écolo, que beauf, que facho, qu'islamiste, non, mais en tant que Français qui défendent leur dignité, leur liberté, leur survie. On va penser la société entre ceux qui profitent de la crise et ceux qui trinquent, entre ceux qui en sont responsables et ceux qui en sont victimes, entre les pauvres et les riches, entre ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous, entre le peuple et son élite. Un peuple qui, pour sa lutte, veut imposer sa démocratie, quand l'oligarchie lui imposera l'armée. Pour la première fois, c'est le réel qui va imposer le clivage. Et cette colère, elle va s'exprimer comment? Comme partout dans le monde en ce moment, avec un mouvement populaire qui va nous pousser à aller dans la rue. Fini les débats stratégiques et conceptuels sur Twitter, fini la rage seule devant la télé, fini les clivages imposés par l'élection. On va se rencontrer, on va se parler et on va se découvrir. Il n'y aura plus de médias de milliardaires pour nous représenter. Il n'y aura plus moyen de nous confondre avec la bourgeoisie, avec nos caricatures. Ce sera juste toi et moi et des millions d'autres poussés par la nécessité de dégager Macron pour installer la démocratie. BFM racontera ce qu'ils voudront, hein. Notre réalité, ce ne sera plus eux, mais ce qu'on va se dire sur les ronds-points, comme en 2018. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va vivre un moment de vérité qui va nous permettre définitivement de bien poser les choses. Car si nos mobilisations sont fortes, si on met en danger le pouvoir, alors on verra la véritable nature de la bourgeoisie. Les divisions qu'elle met en scène depuis des années vont magiquement disparaître et tous, de Libé à CNews, de France Inter à Valeurs Actuelles, vont choisir le camp de la matraque pour protéger leurs intérêts de classe, pour mater la population. Alors les pauvres écolos rejoindront le mouvement quand les riches écolos le critiqueront. Zemmour condamnera les violences quand les beaufs feront cramer les palettes pour nous réchauffer. Les LGBT pauvres lutteront pour leurs intérêts de classe pendant que leurs représentants bourgeois condamneront le mouvement tout entier parce qu'un pauvre type a tenu un propos homophobe débile un jour on ne sait où. Chacun reprendra sa place. Bah oui, parce que le problème, c'est pas l'humour raciste des beaufs, hein, c'est que t'as des putains de Zemmouriens qui préfèrent la lutte des races à la lutte des classes, sauf que si ces beaufs-là sont sur les ronds-points, bah c'est que c'est des camarades. Et pareil, le problème, c'est pas les écolos qui ramènent leur saucisse de soja, c'est que tu as des écolos atlantistes et libéraux comme Jadot qui les représentent. Mais si ces écolos-là sont sur les ronds-points, bah c'est que c'est des camarades. Le problème, c'est pas les Algériens et leurs drapeaux, je veux dire, il y a des drapeaux bretons partout et ça gêne personne. Le problème, c'est qu'on les présente qu'uniquement sous une forme communautariste. Sauf que si ces Algériens sont avec nous sur les ronds-points, bah c'est que c'est des camarades en fait. Le problème c'est pas d'être PD, gouine ou trans, hein, c'est le fait que des gens se servent de ces luttes identitaires pour ne jamais faire de lutte des classes. Sauf que s'ils sont avec nous dans les ronds-points, bah c'est que c'est des camarades. Le problème c'est pas d'être pro ou être anti-vax, le problème c'est de ne jamais pointer du doigt les vrais responsables et c'est de s'enfermer dans des discours qui ne permettent pas de mobiliser. Mais si ces gens-là sont sur les ronds-points, bah eux aussi c'est des camarades. On sera camarades pas par choix, ce sera nos camarades parce qu'on sera du même côté de la barricade et qu'on partagera les mêmes barbecues. Alors non, on va pas se marier, hein, on va pas se faire des colocs, ou peut-être qu'on va même pas s'aimer, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là pour changer l'histoire de France et installer la démocratie. Pour le reste, il y a Tinder. Il y a trop d'enjeux pour pas respecter ceux qui seront à nos côtés et pour ne pas les écouter, pour ne pas pulvériser nos préjugés. Alors d'une façon ou d'une autre, on s'est tous construits avec une bourgeoisie. C'est pas la peine de le nier, ça fait partie de nous. C'est juste que la crise arrivant, il va falloir revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la lutte des classes. Et on verra bien si les pauvres écolos sont vraiment des bobos, si les pauvres beaufs sont vraiment des fachos, si les pauvres des quartiers sont vraiment des islamistes. On verra bien si nos cas particuliers sont partagés par des millions de personnes, si ces années de politisation sur Internet peuvent se transformer en une puissance politique unique, si nos centaines d'heures passées sur YouTube vont aboutir à une conscience de classe capable de mener une révolte, ou si l'un en face de l'autre, on se comportera de manière aussi bête que sur Twitter.
On verra bien si oui ou non, nous sommes prêts à changer ce pays. Et ce qui est sûr, il va falloir s'y préparer. Ce qu'on va retrouver dans la rue, c'est pas des gens qui pensent comme nous, qui utilisent les mêmes mots que nous, qui ont la même culture que nous. Et ça, c'est normal puisqu'on vient de milieux différents et on a été éduqués de manière différente. C'est juste que pour la première fois, on va savoir si oui ou non, en France, on est capable de reformer un peuple politique pour dégager Macron. Et on apportera toutes les forces et les beautés de nos cultures qu'on a construites toutes ces années. Une révolution avec des palettes cramées, des merguez et les matchs de la Coupe du Monde projetés sur les ronds-points, avec des saucisses véganes, des drapeaux algériens, bretons et français, des humains lambda, sapés comme jamais, des cheveux bleus, des fans de Balavoine, de Saez, de Médine, de Gazo. Bref, la France d'aujourd'hui qu'on rencontrera pour la première fois, avec qui on créera une culture politique commune, ce sera ni la tienne, ni la mienne, mais la nôtre. Une nouvelle, celle qui nous manquait et dont les gilets jaunes n'étaient qu'un aperçu. Les oligarques, ils ont joué leur coup et ça va être à nous maintenant, le peuple français, de jouer les nôtres. Ce sont nos actions militantes qui décideront si cette révolte va résister à la propagande médiatique, aux manipulations politiques, à la répression policière, à la division culturelle. Ce sont nos actions militantes qui transformeront cette crise économique en une solution politique, en une fierté qu'on partagera. Alors ouais, ça va briser nos certitudes, ça va changer nos habitudes, ça va nous déstabiliser parfois, il y aura des engueulades, et si on y va, il faudra y aller franchement, entièrement, et on verra sur la route ce qu'on garde, ce qu'on corrige et ce qu'on dégage. Et bien sûr, ça va être dur, bien sûr qu'on va pas convaincre tout le monde, bien sûr qu'on aura des déceptions, bien sûr parce que c'est une prise de risque de se bouger. Mais l'important, c'est pas de prévoir ce qui va se passer, c'est de savoir que rien ne va se passer si on ne bouge pas. Mais t'inquiète, on est des millions à se dire pareil, à être prêts à essayer avec grandeur. Bref, plus que jamais, on meurt ensemble et on vit ensemble. Alors qu'on vous appelle des woke, des réacs, des bobos, des beaufs, des racistes, des islamistes, des antivax, des moutons, des fachos, des mondialistes, hâte de vous voir en manif. Histoire de faire mentir définitivement et les médias, et les puissants, et les cyniques. L'hiver arrive et le peuple aussi.